Qu'est-ce qui est le plus terrible? Périr dans un accident d'avion ou survivre pour être oublié au sommet d'une montagne en plein hiver? L'histoire de 1942 montrera que parfois la survie se révèle pire que la mort. Février 1942, le 16, montagne du Pamir. Un biplan R-5 décolle de Douchambé. La ville portait alors le nom de Stalinabad et met le cap sur Korog. À bord, des employés du NKVD, le pilote Vassili Kniazenko, le major Andrei Maslovski, chef du détachement des gardes frontières du Pamir, le capitaine Mikhail Vikrov du commissariat du peuple du NKVD et un employé du NKVD de la RSS du Tadjikistan du nom de Joukovski. Et aussi Anna Goureyeva, épouse du chef de l'aéroport de Korog, avec ses 2 fils, Sacha, 10 ans, et Valérie, 6 mois. De toute évidence, ce vol était prévu pour les officiers. La femme et ses jeunes enfants ont été pris en chemin. Elle n'avait tout simplement aucun autre moyen de rejoindre son mari à travers les hautes crêtes du Pamir. Le R-5 est un appareil fiable de la fin des années 30. Mais selon toute vraisemblance, cet avion-ci présentait des défaillances. Lesquelles exactement, on l'ignore. À cette époque, survoler le Pamir à bord de tels avions exigeait du pilote une maîtrise virtuose et était extrêmement risqué. Les montagnes y sont si hautes que l'aviation de l'époque ne pouvait pas les survoler directement. Les moteurs manquaient de puissance. Il fallait passer par ce que l'on appelait les portes de montagne, lorsque l'avion traverse une gorge entre 2 sommets. C'est précisément par de telles portes que le biplan volait le 16 février, vers 3 heures de l'après-midi. En contournant les nuages dans la région des portes de Roushan, au col d'Odoudi, le pilote a viré dans une gorge latérale, essayant de contourner par la gauche des sommets de 5200 et 5100 mètres. Une manœuvre habituelle, mais une aile accroche le bord d'un rocher. Le contrôle est perdu. Une embardée brutale. Le moteur cale, et la cabine est envahie par ce silence si particulier que seuls entendent ceux qui tombent. L'avion percute une pente enneigée presque au sommet de la montagne. Un choc, un fracas, puis rien. Étonnamment, tous les passagers survivent. Pas de blessures graves, seulement des bleus et des éraflures. Quelqu'un s'est cogné la tête contre une cloison, un autre s'est mordu la langue, le nourrisson s'est mis à pleurer mais s'est vite calmé. Cependant, le lieu du crash est presque un sommet, à 4400 mètres d'altitude. Le mal des montagnes se fait sentir instantanément. À une telle altitude, l'air est raréfié, l'oxygène manque cruellement. Respirer devient difficile après seulement quelques minutes. La tête commence à faire mal, les tempes battent. Les fortes chutes de neige y sont fréquentes et la température nocturne descend facilement à moins 30 degrés. Des conditions extrêmes, même pour des hommes adultes et en bonne santé. Et à bord, il y a un nourrisson. Les rescapés ne comptent pas abandonner. Quelques heures plus tard, Kniazenko et Vikrov partent chercher un chemin vers la rivière Pianj. Ils partent en silence, sans dire un mot. La neige leur arrive aux genoux, parfois plus haut. Ils reviennent 1 heure ou 2 plus tard. Bredouille. Il n'y a pas de chemin. Les tentatives suivantes le montrent. L'avion s'est écrasé au bord d'un glacier qui se jette dans un gouffre profond. Autour, la neige monte jusqu'à la poitrine. C'est elle qui a amorti le choc et leur a sauvé la vie, mais il est impossible de se déplacer. Les hommes s'enfoncent à chaque pas, s'épuisent en quelques minutes et rebroussent chemin. La respiration est difficile, le cœur bat à la chamade, les jambes tremblent. Le pilote appelle à ne pas paniquer. Il faut attendre les secours près de l'avion, on commencera bientôt à les chercher. La logique est claire, l'avion n'a pas répondu, donc on lancera un avis de recherche. Ils font l'inventaire des provisions. 600 grammes de beurre, 1 kg de saucisson, 1200 grammes de fromage, une conserve de crabe, 3 bouteilles de vodka. Pas d'eau potable. La nourriture est maigre, mais cela devrait suffire pour quelques jours. D'ici là, les sauveteurs arriveront. C'est ce qu'ils pensaient. Le garde-frontière Maslovski propose de manger 1 fois par jour. Il divise personnellement les vivres entre tous. Il coupe le saucisson en fines tranches. Il répartit les portions. Tout est fait de manière militaire, avec précision.
Le véritable cauchemar commence à la tombée de la nuit. La température chute à moins 30 degrés Celsius. Il faut comprendre, l'avion est petit. Le compartiment passager ne compte que 4 sièges. Les gens doivent s'asseoir littéralement les uns sur les autres. Les enfants sont pris sur les genoux. Ils se serrent les uns contre les autres pour ne pas geler. Certains, désespérés, tentent de sortir dans le fuselage, mais ils gèlent instantanément et reviennent. Il y fait encore plus froid. Le métal brûle d'un froid glacial. Les doigts s'engourdissent en quelques secondes. Périodiquement, quelqu'un sort chercher de la neige pour en manger, car il n'y a pas d'eau. Ils s'en remplissent la bouche, essaient de l'avaler, mais la neige n'étanche presque pas la soif. Au contraire, elle l'intensifie. La neige et la glace en montagne sont en fait de l'eau distillée, sans sel ni minéraux. Si l'on boit cette eau pendant longtemps, les sels commencent à être éliminés de l'organisme. Cela entraîne faiblesse, crampes et troubles du rythme cardiaque. Le lendemain, pas de secours. Le surlendemain non plus. Les nuits deviennent de plus en plus froides, la nourriture s'épuise. Le beurre est le premier à manquer, puis le saucisson. Il reste le fromage et les crabes. 3e jour, le 19 février, les hommes tentent à nouveau de trouver une issue. Ils parcourent 6 kilomètres dans la neige jusqu'à la poitrine. Chaque pas est comme le dernier. Ils s'enfoncent, se relèvent, s'enfoncent à nouveau. Ils reviennent épuisés. Les visages sont gris, les lèvres gercées. Ils respirent difficilement, avec un râle. Le 5e jour, ils essaient de faire fondre la neige. Ils allument des allumettes au-dessus d'une petite flamme. Ils obtiennent quelques verres d'eau. C'est mieux que rien. Mais l'eau est froide, insipide. Elle n'apporte aucun soulagement. Une nuit, les rescapés frigorifiés croient entendre des tirs à proximité. Ils pensent qu'on les cherche. Les hommes sortent de l'avion, le froid les frappe au visage comme un coup de poing, et comprennent. Ce sont des tirs provenant du poste frontière qui se trouve tout près. On y célèbre la journée du garde frontalier. Les gens commencent à perdre courage. Si près, il y a la fête, la joie, la chaleur, le confort. Quelque part, on fait griller de la viande, on boit, on rit. Et eux sont condamnés à geler au sommet d'une montagne, oubliés de tous. C'est plus destructeur que le froid. Cela fait déjà un certain temps que les gens sont dans la montagne. Les jours se confondent. Anna décide de tenir un journal. Elle note tout ce qui se passe dans le journal de bord du pilote. Elle écrit d'une écriture fine et soignée. Elle s'efforce de ne manquer aucun détail. Ce journal, véritablement effroyable, deviendra le principal témoin des événements tragiques et la principale pièce à conviction lors du procès qui suivra. Le 23 février, le plus jeune fils de Gouraïeva, Valera, meurt. Il cesse simplement de respirer, silencieusement, sans un cri. Anna a pleuré toute la journée. Elle est restée assise, serrant le corps sans vie, se balançant d'avant en arrière. Le soir, elle l'a enveloppé dans un tissu et l'a déposé tout au fond du fuselage. Elle n'y est plus jamais retournée. Le 24 février, les provisions sont épuisées. Le dernier morceau de fromage est mangé. La conserve de crabe était vide depuis la veille. Les forces abandonnent les gens. Les nuits dans la cabine exiguë par moins 30 degrés, l'effet de l'altitude, c'est presque la hauteur de l'Elbrus, se font sentir. Les maux de tête deviennent constants. Certains commencent à délirer la nuit. Ils commencent à comprendre. Il n'y a aucun secours à attendre. Personne ne viendra les chercher. Personne ne les sauvera. On ne le dit pas à voix haute, mais tout le monde le sent. La décision est prise. Entreprendre une dernière tentative pour rejoindre les gens ou mourir. Il est clair que la femme et le jeune enfant ne sont pas capables d'une traversée aussi difficile en montagne. Sacha n'a que 10 ans. Anna est affaiblie. On les laisse dans l'avion en promettant de revenir dès qu'ils auront atteint la civilisation. Maslovski promet de revenir dans 3 jours au maximum. Maximum. Après avoir vu partir les hommes, Anna et Sacha calfeutrent la cabine. Ils bouchent les fentes avec des chiffons. Ils font fondre de l'eau pour plusieurs jours, autant qu'ils le peuvent. Ils la versent dans des bouteilles, dans des bocaux, et ils commencent à attendre. L'attente est longue, très longue.
Le seul salut pour Anna est le journal, dans lequel elle consigne ces événements terribles de manière assez sèche et cynique. Elle écrit des phrases courtes, sans émotion, comme un rapport. Elle écrit aussi des lettres à ses proches, surtout à son mari. Dans les lettres, il y a plus de sentiments, plus de désespoir. Le 3e jour d'attente, les allumettes s'épuisent. La dernière allumette s'éteint avant d'avoir pu prendre. Faire fondre de l'eau devient beaucoup plus difficile. De plus, le temps se gâte, de très fortes chutes de neige commencent. Le vent hurle à tel point qu'on dirait que la montagne elle-même gémit. L'avion est entièrement recouvert de neige en une seule nuit. Ils doivent sortir de la cabine et le déneiger pour ne pas être ensevelis sur cette montagne. Anna travaille à main nue. Ses doigts sont engourdis, mais elle continue de creuser. Sacha aide comme il peut. À un moment donné, quelque chose se brise en elle. Peut-être le 7e jour, peut-être le 10e. On ne sait pas exactement. La suite des événements est véritablement atroce. Chaque jour, la faim s'intensifie. Au début, c'est juste un vide dans l'estomac, puis une douleur, puis une pensée obsessionnelle pour la nourriture qui l'empêche de dormir, de penser à autre chose. C'est alors qu'Anna propose de manger le corps de Valérie. Sacha refuse. Il se détourne, il pleure. Mais la mère coupe un petit morceau de chair. Au début, ça ne passe pas. Elle s'étouffe, elle a la nausée. Mais la faim l'emporte. Ainsi, peu à peu, chaque jour, ils en coupent un morceau et le mangent. En une quinzaine de jours, ils mangent le corps entier. Ceci est consigné dans le journal, sèchement. Sans détail. 20 mars. Ils sont dans les montagnes depuis plus d'1 mois. La faim les tourmente à nouveau. L'eau de fonte ne passe plus. Elle la rend nauséeuse, provoque des vomissements. Sacha commence à réclamer du thé sucré. Il parle doucement, faiblement. Sa mère essaie de le distraire de la nourriture comme elle peut. Elle joue aux dominos avec lui. Ils ont trouvé des cartes dans la poche du pilote. Elle le fait dessiner quelque chose avec du charbon de bois sur des bouts de papier, le divertit. Elle lui raconte les contes qu'elle connaît. Elle chante des chansons. Le petit Sacha aime écrire des lettres. Il écrit à son père, à son frère, à sa grand-mère. C'est peut-être la chose la plus effroyable que l'on puisse lire. Une écriture d'enfant, des lignes inégales, des mots disant qu'il s'ennuie, qu'il veut rentrer à la maison. Le garçon s'affaiblit de jour en jour. Il ne se lève plus. Il reste couché, le regard fixé sur un point. Anna se perce alors une veine de la main avec une aiguille, recueille un demi-verre de sang et le lui donne à boire. C'est chaud, saumâtre. Sacha fait la grimace, mais il boit. Il se calme un peu, s'endort même. Mais il se réveille quelques heures plus tard. Il se sent mal. Il commence à délirer, à appeler son père. Il s'agite, ne reconnaît pas sa mère. Le délire dure plusieurs jours, la fièvre monte, puis baisse. Ses lèvres sèchent, se gercent. Un jour, dans un moment de lucidité, il dit à sa mère qu'il ne reverra plus jamais ni son papa ni son grand frère. Il remercie sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il le dit calmement, comme un adulte. Il lui demande, si elle sort de cet enfer, de faire des brioches aux raisins secs et de les distribuer à toute la famille, pour qu'ils se souviennent de lui. Anna hoche la tête, elle ne peut pas parler. Le 22 mars, Sacha meurt, le matin. Il expire doucement et n'inspire plus. À en juger par son journal, elle n'était déjà plus la femme qui, quelques mois plus tôt, était montée dans cet avion maudit. Elle meurt de faim. Son corps se dessèche, la peau se tend sur les os. Mais elle décide de ne pas toucher au corps de son fils aîné. Elle tient 3 jours, assise à côté de lui, lui caressant les cheveux. Puis elle lui coupe la moitié du bras. Elle le fait rapidement, sans regarder. Elle le coupe en morceaux et les met au soleil. Quand la viande a séché, elle la mange. Elle mâche lentement, méthodiquement. Elle boit de l'eau de fonte pour faire passer. Elle pense être seule sur ce rocher enneigé. Mais ce n'est pas le cas. La nuit, quelqu'un commence à rôder près de la cabine. Elle entend des pas, des grattements.
Quand Anna sort de l'avion le matin, elle voit sur la neige les traces d'un grand félin, de grandes empreintes de pattes bien nettes. Selon toute vraisemblance, une panthère des neiges l'a repérée et attend de pouvoir atteindre sa proie. Mais le matin, la bête s'en va. La lumière du jour ne lui convient pas. Elle sort de son abri, s'allonge sur l'aile chauffée par le soleil et somnole. Le soleil ne chauffe presque pas, mais c'est mieux que l'obscurité glaciale de la cabine. Un autre mois terrible d'enfer de neige s'écoule. Il ne reste presque plus rien du corps de son fils. Les sauveteurs ne sont toujours pas là. Elle a cessé de les attendre. Elle existe, simplement, jour après jour. Ce jour-là, elle écrit dans son journal que cela fait déjà 70 jours qu'elle attend, mais que personne ne vient pour elle. Les chiffres tremblent, sa main est affaiblie. Elle comprend. Personne ne viendra la chercher. Elle écrit des lettres d'adieu à son mari et à sa famille. Elle fait ses adieux. Elle remercie pour la vie qu'elle a eue. La faim est si forte qu'elle décide, si l'expédition n'arrive pas avant le 15, elle se coupera 2 doigts et les mangera. Elle le note dans son journal. Elle réfléchit à quel doigt choisir. L'auriculaire et l'annulaire de la main gauche. La femme pense que le pilote et les 3 membres du NKVD qui ont tenté de rejoindre les gens sont morts, qu'ils gisent quelque part dans la neige, gelés. Sinon, les secours seraient sans aucun doute déjà arrivés. Ils avaient promis de revenir dans 3 jours. Plus de 2 mois se sont écoulés. Mais le plus terrible dans cette histoire ne fait que commencer. Ils n'étaient pas morts. Après plusieurs jours de marche dans la neige profonde, Maslovski, Vikrov et Kniazenko ont finalement atteint le Kishlak de Ravande, où ils ont été recueillis par des habitants locaux et transportés à Korog. Zhukovski n'était pas avec eux, il avait été distancé quelque part en chemin. Les survivants souffrent de graves gelures. Les doigts de pied sont noirs, la peau s'est détachée par lambeaux. Les 2 membres du NKVD sont amputés des jambes. Maslovski, des 2, presque jusqu'aux genoux. Vikrov, d'une seule. Le pilote Kniazenko a eu un peu plus de chance. Il portait des bottes chaudes en fourrure, qui faisaient partie de l'uniforme des pilotes. Ces bottes ont souvent sauvé des vies et des membres. On ne lui a coupé que les doigts d'un pied. Et que s'est-il passé ensuite? Se sont-ils précipités pour sauver Anna et son fils, restés dans les montagnes? Non. Pendant leur séjour au Kishlak, aucun des 3 hommes n'a même mentionné la femme et les enfants abandonnés dans les montagnes. Pas un mot, pas une allusion. Les habitants locaux ont affirmé plus tard que s'ils l'avaient su tout de suite, ils auraient certainement sauvé Anna et Sacha. Ils connaissaient le chemin, ils auraient pu y arriver en 2 jours. Ce n'est qu'à Korog que le pilote a mentionné par hasard Anna Goureyeva, dans une conversation avec un médecin, en passant. Il a ajouté avec assurance qu'elle était déjà morte. C'est pourquoi personne n'a cherché Zhukovski, porté disparu, ni les Gouraïev et leurs enfants pendant encore 2 mois. Et très probablement, on ne les aurait jamais cherchés, sans un concours de circonstances. Mais on était en 1942, en pleine guerre, le front exigeait tout, des hommes, du matériel, du métal. La direction de l'aviation civile de Douchambé reçoit un télégramme chiffré signé de Vyacheslav Molotov, qui ordonne de retrouver tous les R-5 écrasés à cette date, d'en retirer les moteurs et de les envoyer pour les besoins du front. Non pas pour enterrer les morts, non pas pour sauver les survivants, pour retirer les moteurs. Un groupe est envoyé en mission de recherche. Selon les souvenirs de Tikhomirov, en plus des 14 volontaires, le mari de Goureyeva, Ivan, participait également à l'expédition. Un fait intéressant, étrange. À ce moment-là, il était déjà marié à une autre femme depuis 1 mois. Nouvelle femme, nouvelle vie. Et moins de 2 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de sa première femme et de ses enfants. À quoi pensait-il en partant dans les montagnes? On l'ignore. Le 8 mai, le groupe se mit en route. Le printemps avait déjà pris ses droits, la neige commençait à fondre, mais en altitude, le gel persistait. Il a fallu plusieurs jours aux sauveteurs pour atteindre le lieu de la catastrophe. La marche est difficile, la neige s'effondre, il n'y a pas de sentier. En chemin, dans une crevasse, ils ont découvert le corps de Zhukovski. Il gisait sur le dos, les bras écartés. Dans sa main, il serrait un pistolet. Ses doigts étaient raidis sur la gâchette. Autour de lui, il y avait de nombreuses douilles, plus de 20.
Il ne restait plus une seule cartouche dans le chargeur du TT. Apparemment, les 3 survivants l'avaient abandonné à la mort. Peut-être ne pouvait-il plus marcher, et il avait tiré en l'air, essayant de donner un signal. Mais il n'a attendu personne. Il est mort de froid, seul. Le 4e jour, l'expédition est arrivée au lieu présumé du crash. Les coordonnées, la description du terrain, tout correspondait. L'altitude était la bonne, la gorge était la même, mais l'avion n'était nulle part. Ils en cherchaient pendant plusieurs heures, ils ont fait le tour de la zone. Ils avaient déjà décidé de repartir, mais c'est alors qu'un des membres de l'expédition, un jeune homme du nom de Petrov, a décidé de franchir la crête pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et il a vu une scène effroyable. À quelques mètres de lui, sur la neige, gisait le fuselage noir d'un avion, à moitié enseveli sous la neige. Et sur lui était assise une femme, immobile, comme une statue. La femme tourna lentement la tête. Le mouvement était si lent, si inhumain. Les hommes pétrifiés entendirent clairement sa question dans le silence de mort. Sa voix était rauque, à peine audible. « Vania, tu t'es sûrement déjà remariée ?» Ivan se tenait derrière. Il pâlit. Il ne pouvait pas dire un mot. Comme nous le savons, il s'était effectivement déjà remarié. « Et où est Sacha ?» demanda Ivan, retrouvant enfin sa voix. La femme leva lentement la main, des os recouverts de peau, des doigts comme des bâtonnets, et désigna un crâne rongé qui gisait à côté. Un petit crâne, un crâne d'enfant. En 85 jours de survie dans les montagnes, Anna s'était transformée en cadavre vivant. Poids, moins de 40 kilos, la peau grise, tendue, les yeux enfoncés, les cheveux tombés par touffes. Ils l'ont sauvée. Ils l'ont enveloppée dans des couvertures, lui ont donné de l'eau, petit à petit, une gorgée à la fois. Ils l'ont descendue sur une civière. Mais on ne sait pas si elle était heureuse de ce sauvetage, après tout ce qu'elle avait enduré. Elle regardait le ciel et se taisait. Anna Goureyeva a passé plus d'1 an en traitement dans un hôpital psychiatrique à Douchambé. Elle restait dans sa chambre, à fixer le mur. Elle ne parlait pas. Les médecins ont tenté de la ramener à la vie, mais quelque chose en elle s'était brisé pour toujours. Le sort de son mari Ivan et de son fils aîné Vladimir est inconnu. Aucune trace n'a été conservée. Anna elle-même s'est remariée, a eu des enfants, puis des petits-enfants. Elle a vécu une vie ordinaire. Elle travaillait, élevait ses enfants. Mais jusqu'à la fin de ses jours, elle n'a jamais voulu se souvenir de ces mois dans les montagnes. Si quelqu'un en parlait, elle se levait et partait, en silence. Elle est décédée au début des années 90 à Douchanbé. Et ces mois-là, elle ne pouvait certainement plus les oublier. Qu'est-il advenu des membres du NKVD et du pilote qui ont abandonné une femme et un enfant à la mort dans les montagnes ? Une affaire pénale a été ouverte pour abandon d'une femme et d'un enfant en situation de danger, article 127 du Code pénal de la RSFSR. Le pilote Kniajenko a été envoyé au front dans un bataillon disciplinaire, une condamnation à mort de fait. Il y est mort peu de temps après. Tué au combat ou fusillé pour lâcheté, on l'ignore. Maslovski et Vikrov ont été condamnés à des peines de prison. Courtes. La guerre efface tout. Ils ont purgé leurs peines dans des camps. Ce qu'il est advenu d'eux ensuite, on l'ignore. Les archives sont muettes. Le journal d'Anna Goureyeva, qui est devenu la source des détails de sa captivité dans cet enfer de glace, a été versé au dossier pénal. Des notes sèches, des dates, des faits. Outre les écrits d'Anna, le dossier contient également les lettres de son fils Sacha, écrites d'une main d'enfant avec des fautes. Comme il a été dit au début, c'est l'une des histoires de survie les plus effroyables. Une histoire de déshumanisation, de la façon dont les gens cessent d'être humains. Les actes terribles commis par Anna par désespoir et avec un esprit manifestement troublé ne sont en rien comparables aux agissements des hommes qui ont survécu. Elle luttait pour sa vie. Eux, ils avaient simplement oublié.